Est-ce que votre comportement, votre personnalité est-elle déterminée par la génétique? Bonjour, je m'appelle Francis Boyer. Je suis médecin généraliste et passionné de plein de choses. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question si votre manière de vous comporter au quotidien, ou même si vous avez des addictions, est-ce que c'est génétiquement déterminé? Et si oui, à quel pourcentage est-ce dû à la génétique? Vos gènes sont-ils à 100% responsables? À 10%? Vous allez voir que cette vidéo, elle fait réfléchir. Alors déjà les bases. Vous n'avez pas les bases. L'ADN, c'est la recette de cuisine qui permet d'obtenir ce que vous êtes aujourd'hui. En lisant l'ADN, en résumé, on obtient des protéines qui, en s'assemblant, constituent des corps entiers. On se rendait bien compte, même avant la découverte de l'ADN, qu'il y avait un comportement et des traits physiques qui étaient héritables. Mandel a fait ses expériences avec des petits pois où il sélectionnait des traits et des caractéristiques à des petits pois. Fleur après fleur, il prend le pollen d'une fleur issue d'un plant d'un pois jaune et le dépose sur les fleurs d'un plant issu d'un pois vert. Et en les faisant se reproduire entre eux, il amplifiait certains traits par rapport à d'autres. Mais on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi des enfants ressemblaient plus à leurs parents jusqu'à qu'on découvre l'ADN. Et après tout, si votre apparence physique est déterminée par la génétique, qui dépend de vos parents, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose pour la personnalité? Et c'est ce que prétend l'article de Science et Vie qui m'a poussé à faire cette vidéo. Dans celui-ci, on apprenait que la personnalité extravertie était la plus génétiquement déterminée. Autrement dit, si vos parents sont extravertis, ça devrait se transmettre dans leur ADN et vous aussi vous deviendrez extraverti. Vous avez plus de chances que la moyenne de la population. Donc non seulement il y a différents traits de personnalité, mais ceux-ci sont plus ou moins liés à la génétique. On va voir qu'il y a quelques erreurs dans ce raisonnement, mais pour ça il faut avancer. Bon, comment sont obtenus ces chiffres? Que tel comportement est 20% dû à la génétique, 30%? L'outil principal, c'est les jumeaux. Nous, quand on était petits, on était des bébés comme tous les autres bébés du monde. Oui, sauf qu'on était 2 fois plus chiants, forcément. Voilà, hein. Nous, on mangeait 2 fois plus, on pleurait 2 fois plus, et on dormait 2 fois moins. Si vous prenez deux vrais jumeaux, mais qui grandissent dans des familles différentes, dans les cadres d'adoption, et que ces deux jumeaux obtiennent la même personnalité alors qu'ils sont dans des environnements différents, on peut se dire que ce qui les unit, c'est leur ADN. Et donc si dans 20% des cas, on obtient la même personnalité extravertie alors qu'il y a des environnements différents, on peut dire que la personnalité extravertie est 20% due à la génétique. Donc la similitude que vont obtenir ces enfants adoptés par rapport à leurs parents biologiques, ça veut sûrement dire que le trait de comportement, la personnalité, est génétiquement déterminé. Alors que si ces enfants adoptés obtiennent des comportements similaires à leur famille d'adoption, ça veut sûrement dire que ce comportement est déterminé par l'environnement de vie, et non par l'ADN. Mais est-ce que c'est fiable? Dit comme ça paraît bien. Mais vous vous doutez bien que si j'en fais une vidéo, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. Et j'ai dû lire des tonnes de rapports pour en réussir à en sortir quelque chose. Et demander de l'aide à un ami qui a traduit la génétique pour les nuls. Patrice Bourgeois et ses merveilles du vivant. C'est tout de suite, donc l'animal le plus rapide du monde. Ce n'est donc pas vous, cher Patrice. Malheureusement, non. Nous avons un problème. Toutes ces études ne sont pas faites dans des environnements contrôlés. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a comparé la trajectoire de deux jumeaux, on n'avait aucune idée de comment est-ce que ça se passait dans les familles d'adoption. Un environnement contrôlé, quand vous faites une expérience scientifique, vous changez un seul paramètre. C'est-à-dire que vous prenez deux individus, par exemple des jumeaux, vous les mettez un dans une salle verte, un dans une salle rose, et vous observez son comportement 1 heure après. Enfin, je dis un exemple qui est complètement fictif. Mais l'idée là, c'est que vous comprenez bien que le seul paramètre qui va changer pour ces deux jumeaux, c'est la couleur de la salle. Et comme la couleur a une influence sur notre manière d'interagir, nos sentiments à un instant T, cette étude pourrait être intéressante. Là, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'on va tout changer. La famille d'accueil n'est pas la même, le lieu de vie ne va pas être le même, les interactions sociales ne vont pas être les mêmes. Bref, c'est ce qu'on appelle l'environnement non contrôlé. Et en plus, si on va même plus loin, on a la physiologie de notre physionomie. On pense et on a des schémas de pensée qui sont ancrés dans le corps dans lequel on vit. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais ça explique pourquoi les petits chiens en général sont plus hargneux, car en étant petits, ils sont plus sur la défensive. Donc notre manière de percevoir le monde est aussi déterminée par notre apparence. Donc si vous avez deux vrais jumeaux, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui par exemple sont très grands, on va trouver des similitudes dans leur comportement. Non pas parce que c'est génétiquement déterminé, mais parce que la génétique a fait qu'ils avaient des traits physiques identiques. Si vous avez deux individus qui sont extrêmement beaux, ils pourront avoir certains avantages sociaux. Alors mettons de côté les jumeaux.
Et on va utiliser une autre méthode, le séquençage de l'ADN à haut débit. Alors là, c'est plus sur le même level. Vous prenez plein d'individus, on prend leur ADN et on analyse leur ADN. Enfin, on analyse seulement une partie, car 99,9% de notre ADN est commun entre tous les individus sur Terre. Donc on a juste à prendre la partie qui diffère. Et encore, dans cette partie qui diffère, on n'étudie pas tout. Mais retenez qu'on prend l'ADN des gens et on regarde de quoi il est constitué. Donc d'un côté, vous faites la liste des individus en regardant leur ADN, et de l'autre, vous prenez ces mêmes individus et vous leur faites passer plein de questionnaires, des tests. On regarde leur personnalité ou leur manière d'interagir, et on essaie de faire des corrélations entre des séquences particulières qu'on observe dans leur ADN et un comportement. Si tous les individus qui ont une séquence particulière au même endroit dans leur ADN cochent la case extraverti, on peut se dire que cette séquence provoque un comportement extraverti. Et ces séquences qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle des SNP. Par exemple, pour avoir les yeux bleus, il faut des allèles, qui sont des versions des gènes, qui donnent les yeux bleus. Mais pour le même résultat, on peut écrire le codage de plusieurs manières. Et c'est ça qu'on appelle des SNP. C'est pas parce que vous avez les yeux de la même couleur que votre voisin que vous avez le même codage génétique. Il y a des variations pour obtenir le même résultat. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on essaye à chaque fois d'étudier vos SNP et d'étudier l'individu pour voir s'il y a des corrélations. Mais encore une fois, il y a un problème. Ici Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Si vous prenez tous les Asiatiques, vous allez trouver des points communs dans leur SNP par rapport à des Européens. Et si vous leur faites passer un questionnaire, quelles sont vos habitudes alimentaires? Est-ce que vous mangez avec des fourchettes, avec des baguettes? Vous allez pouvoir arriver à la conclusion, les individus qui ont ce SNP présent en Asie, ça leur pousse à manger avec des baguettes. Ou ça leur pousse à avoir telle manière d'être. Et c'est ça le problème. Corrélation n'est pas causalité. Par exemple, quand il fait chaud, les nombres de glaces vendues augmentent. Mais ce n'est pas directement la température qui provoque l'augmentation du nombre de glaces. Ou c'est pas l'achat de glace qui provoque une augmentation de la température. Les deux variables sont corrélées. Plus la température augmente, plus on vend des glaces. Mais elles ne sont pas liées ensemble. Et bien là, c'est la même chose. On peut avoir une corrélation au niveau des SNP sans qu'en fait cette variation explique le comportement observé. Et je vous l'ai fait en version simplifiée, mais là finalement je vous parle du score polygénétique, qui est une démarche scientifique de pondérer différents traits des SNP en fonction de leur localisation pour essayer d'expliquer un comportement ou autre chose. C'est ça. Et encore une fois, j'insiste sur le côté corrélation et causalité parce qu'au quotidien dans les médias, on en entend parler. On va peut-être trouver un jour, vous allez peut-être entendre, on a trouvé le gène de l'intelligence. On sait pourquoi certains élèves sont surdoués. C'est écrit dans leur ADN. Oui, alors, les individus qui sont les plus hauts socialement parlant, en général, ce sont des hommes blancs. Donc si on étudie leur ADN, on peut réussir à trouver une corrélation entre les individus les plus haut situés dans notre société et des caractéristiques au niveau de leur SNP. Mais c'est pas forcément parce qu'ils ont ces SNP qui sont hauts, mais parce qu'en fait, tout simplement, notre société favorise les hommes blancs. Et encore plus fou! Il est fou, Afelou, il est fou! Là, je vous ai parlé du modèle polygénétique. Mais vous avez aussi le modèle omnigénétique, qui estime qu'en fait, ce sont les parties qui ne codent pas directement un trait physique ou un comportement qui ont plus d'importance. C'est ça. Je m'explique. Vous avez cette partie qui va coder, par exemple, pour votre taille. Mais autour de votre ADN, vous avez plein d'autres endroits où il y a du codage, ok? Mais ces autres parties vont aussi interagir avec cette partie qui détermine votre taille. Ils vont pouvoir augmenter son expression, diminuer son expression. Et donc, pour la même partie, pour des mêmes individus, dans ce modèle omnigénétique, c'est les parties non codantes qui ont le plus d'impact. Donc vous pouvez avoir le gène de la super intelligence. Si autour, l'environnement sur votre ADN n'est pas favorable, vous ne serez pas plus intelligent qu'en moyenne. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc encore une fois, finalement, on n'en sait pas grand-chose. Mais si on n'en sait pas grand-chose, par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que cette question est si intéressante? Pourquoi est-ce que vous avez cliqué sur cette vidéo? On a envie de savoir ce qui est dû de notre propre arbitre ou ce qui est déterminé. Et ça n'est pas parce qu'un comportement est héritable qui est génétiquement déterminé. L'exemple le plus marquant, c'est le cas du diabète de type 2. Il est assez peu dû à la génétique. Pourtant, dans une même famille, on va avoir énormément de diabète de type 2. Parce que cette même famille, elle mange la même chose. Beaucoup trop de sucre. Un comportement, une maladie liée à l'hérédité peut être hérité à cause d'un comportement et non à cause de la génétique. Et ça, on a envie de le savoir. On a envie de savoir en regardant nos parents, est-ce que oui ou non je vais être obligé d'être comme eux?
d'avoir la même maladie ou le même comportement. Mais même au-delà de ça, ces études sont hyper intéressantes. Car si on dit que l'intelligence est liée à 90% à la génétique, à quoi sert l'école? Ça veut dire que ceux qui ont des parents bêtes sont condamnés à avoir des enfants bêtes? Ça veut dire que les classes sociales sont aussi figées dans le temps? Que les classes populaires vont rester populaires? On peut comprendre que la question de savoir si oui ou non on est génétiquement déterminé passionne. On sait que par exemple pour la dépression, la bipolarité, la génétique a un rôle majeur. Mais on sait aussi qu'elle ne fait pas tout. Et peut-être que si vous avez le gène de la super dépression, mais qu'à côté dans la partie non codante, vous avez des variations qui vont faire que cette super dépression ne va jamais s'exprimer, ou même peut-être être un avantage. Donc encore une fois, il faut jamais partir défaitiste, ou prétendre que les acquis de nos parents nous sont aussi des acquis, et c'est bien de se poser la question, mais pour moi je pense qu'il faut mieux partir du principe qu'on est libre, ou on doit tenter d'être libre et non génétiquement déterminé. Bref, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. Et si vous likez cette vidéo et la partagez, je suis sûr que c'est pas à cause de votre ADN, mais grâce à votre volonté. À la prochaine!